Donc, Ok. J'ai un master de Sciences Po et j'ai un DIU de lutte contre les discriminations en santé. Alors, il y a 2-3 bugs techniques, on est bien désolé pour ça. Du coup, ça va un petit peu changer mon programme. Alors, déjà, quand on parle de discrimination, on parle de quoi? Une discrimination, ce n'est pas une simple hostilité d'un individu à un autre. C'est une relation, un rapport social. C'est-à-dire qu'il y a un rapport de domination, une hiérarchisation entre deux groupes. Les discriminations ont une dimension sociale, politique et économique. Au début, je vous propose de faire ce qu'on appelle un check des privilèges. Alors, normalement, je fonctionne avec un assis debout ou avec un sondage des réactions. Là, ça va être un peu compliqué, donc je vous propose juste de vous poser la question pour aujourd'hui. Et on va voir un peu où on en est chacun dans nos privilèges. Alors déjà, ou sinon peut-être que vous pouvez lever la main. Qui n'a jamais vécu dans un HLM et qui n'a jamais vécu dans une banlieue? On voit que ça augmente. C'est plutôt chouette, ça veut dire que mon micro fonctionne déjà. On continue en levant la main. Qui est-ce qui n'a jamais été dans une école dite REP ou ZEP, région d'éducation prioritaire ou zone d'éducation prioritaire? Donc là, vous êtes encore énormément à lever la main. Qui n'a jamais eu besoin de travailler pour subvenir à ses besoins vitaux, type loyer, alimentation, les choses comme ça? Qui n'a jamais eu peur de ne pas pouvoir manger jusqu'à la fin du mois? Qui n'a pas de handicap? À qui n'a-t-on jamais demandé ses origines au premier abord? Qui n'a jamais été la seule personne de couleur dans une pièce? Qui n'a jamais eu à poser un jour de congé en raison de ses fêtes religieuses? Encore une fois, vous êtes nombreux à lever la main. À qui n'a-t-on jamais dit que vous n'étiez pas français? Qui n'a jamais eu à mentir sur son orientation sexuelle? N'a jamais eu peur de représailles violentes en raison de son orientation sexuelle, c'est-à-dire tenir la main de son compagnon, l'embrasser, ou de sa compagne? Qui s'identifie au genre auquel il a été assigné à la naissance? Encore une fois, vous êtes nombreux à lever la main. Qui a déjà été sifflé dans la rue? Là, vous pouvez peut-être changer de lever la main à un autre smiley pour que ça change un peu. Et là, c'est toujours marrant parce qu'on a toujours une majorité de femmes qui lèvent la main. Qui n'a jamais eu de compliments ou tentatives de drague qui vous ont mis très mal à l'aise ou qui étaient inappropriés dans le contexte? Et qui n'a jamais peur d'être agressé sexuellement ou violé quand on sort le soir tard dans la rue? Pourquoi je vous pose toutes ces questions? Parce qu'en fait, les discriminations, c'est quelque chose qui est invisible, tout comme le sont les privilèges. Discrimination dit privilège. Un privilège, c'est un accès inné à un pouvoir, à un avantage fondé sur l'appartenance à un groupe social.
Un privilège, on n'y peut rien, on est né avec. C'est comme ça. Et ça fonctionne de façon invisible. On ne voit pas que nous, on est privilégiés parce que nous, on a toujours vécu avec ça. Et c'est pour ça que c'est si difficile de les reconnaître. Ça ne veut pas dire que votre vie a été facile, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas dû travailler dur pour en arriver là où vous êtes aujourd'hui. Je suis sûre que vous êtes tous très méritants, mais ça veut dire qu'il y en a d'autres qui n'ont pas la même chance. C'est pour ça que j'aime beaucoup la photo que je vous ai mise en illustration. C'est-à-dire que si on est tous sur la même ligne de départ, la ligne d'arrivée n'est pas aussi difficile à accéder pour certains. De plus, les discriminations ne s'additionnent pas, elles se multiplient. C'est ce que Kimberlé Crenshaw a défini sous le nom d'intersectionnalité. Toutes les discriminations ne se valent pas, il faut être conscient des dynamiques de pouvoir. Pour vous donner un exemple un peu concret, donc moi je suis interne en médecine générale, je cherchais un appartement, en voyant ma petite tête d'arabe, il y a des agents immobiliers qui ont refusé de me faire visiter des appartements. Mais en soi, moi je m'en colle, je vais chez un autre agent immobilier, ou alors mieux, je dis que je suis médecin, et là c'est fini pour moi. Alors que par exemple, les femmes de ménage de l'hôtel Ibis qui étaient en grève à Paris pendant 2 ans pour reconnaître leurs conditions de travail étaient des personnes racisées, précaires, et elles n'avaient pas ce pouvoir de « poussez-vous, je suis médecin ». Donc, on parle de discrimination, on n'en parle pas tous de la même façon. De même, en tant que soignant, vous allez pouvoir subir des discriminations de la part des patients. Mais encore une fois, vous, ça ne changera rien à votre vie. Le patient ne sera pas soigné, il ira voir quelqu'un d'autre, vous prendrez un autre patient, pas de grosse différence de ce côté-là. En revanche, un patient discriminé, lui, ça va être l'errance diagnostique, l'errance dans le soin, il ne va pas être écouté et ça va être plus compliqué pour lui. Les discriminations sont systémiques, institutionnelles, ce sont des oppressions structurelles. C'est-à-dire que ce n'est pas une oppression individuelle. On m'entend pas? Il y a un problème de micro? Non? Tout ça, ça agit par le biais de législature, de normes culturelles, de représentation dans les médias, mais aussi de l'enseignement de l'histoire. On apprend tous une histoire biaisée, on nous apprend que Christophe Colomb a découvert l'Amérique, alors qu'en réalité, ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. Il est allé à un endroit où il y avait des gens qui ont été exterminés. Il n'y a pas eu de... Enfin, ce n'était pas vraiment une découverte. De la même façon, il n'y a pas eu d'abolition de l'esclavage. Les esclaves se sont toujours battus pour avoir leurs droits et ça a été des luttes sanglantes. Donc, comme je vous disais, ça se décline dans les discriminations à l'embauche, les discriminations au logement, les discriminations en santé. On va parler un peu de sexisme. Donc déjà, il faut bien avoir en tête les violences gynécologiques, qui sont peut-être le plus gros point de ce côté-là, qui sont souvent, vous pouvez l'imaginer, très mal vécues. Mais aussi, les femmes sont moins bien soignées vis-à-vis de la douleur, vis-à-vis des médicaments. Et là, je vous conseille le livre qui s'appelle « Mauvais traitement » que vous pourrez trouver dans la bibliographie qui sera fournie à la fin de ce séminaire. Par exemple, pour revenir sur l'histoire du Mediator dont vous avez tous entendu parler, qui causait des problèmes cardiaques, il avait été prescrit pour perdre du poids et c'était à 95% des patientes femmes. C'est aussi, vous pouvez aussi avoir des patientes qui ont été victimes de violences sexuelles, sachant qu'il y a 23 000 viols déclarés par an, ce qui ferait 3 viols par heure, et on estime que seulement 10% des viols sont déclarés. Et ça peut être très compliqué en tant que kiné quand vous avez affaire à l'intimité des personnes, donc que ce soit simplement le toucher ou des réadaptations péniennes. On ne sait pas ce que les patients vont vivre et en tout cas, il faut toujours légitimer leurs sensations et légitimer leur potentielle histoire. On vit également dans un monde où l'IVG est sans cesse remis en question, où les hommes battent et tuent leurs femmes parce qu'elles sont censées leur appartenir. Là, à l'heure où je vous parle, il y a eu 84 féminicides en 2021 et notons qu'il y a aussi des victimes hommes, évidemment. On estime que 95% des personnes violées sont des femmes, donc ce qui laisse 5% d'hommes, et que parmi les hommes violés, 94% le sont par d'autres hommes. Et de même pour les violences conjugales, donc sur 123, il y avait l'année dernière, meurtres dans le cadre de la vie conjugale. Les femmes sont généralement tuées parce qu'elles appartiennent à quelqu'un, et les femmes tuent généralement pour échapper aux violences.
C'est les histoires que vous avez pu entendre, j'ai oublié son nom, mais qui demandait à être, enfin, qui a été finalement relaxée de prison parce qu'elle avait tué son mari, qui la violait et la battait pendant de nombreuses années. Et tout ça, en médecine, on n'a pas vraiment, en médecine, en santé, en kiné, en infirmier, en pharmacie, on n'a pas vraiment de formation là-dessus. Ça, c'était un autre rappel sur les violences sexuelles. Alors, le problème du racisme en santé. Par exemple, le plus gros sujet, c'est le syndrome méditerranéen, qui est la chose sur laquelle moi je travaille, qui consiste à moins écouter et moins soigner la douleur de patients issus du Maghreb, de patients noirs, de patients de façon plus surprenante également des pays de l'Est, ou les immigrés qu'on considère comme indésirables. Il y a aussi un autre racisme envers la population asiatique qui est un peu différent, c'est qu'eux ne vont pas exprimer la douleur, on ne va pas leur poser la question et ils seront moins bien soignés. Revenons au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire la population LGBTIQ étoile. Alors, déjà, je précise que je ne suis pas concernée directement. Moi, je réalise une étude sociologique pour montrer que les étudiants en santé ne sont pas formés à ces questions et que, de fait, il y a des discriminations. Même si vous n'êtes pas spécialement sensibilisé à ces questions, encore une fois, on n'est pas obligé d'être militant en tant que soignant. Il faut bien se dire que sinon, on est des soignants, enfin, que si on n'est pas formé à ces questions-là, on devient des soignants médiocres. Et moi, c'est plutôt ça qui m'inquiète. Et vous allez voir les chiffres, c'est quand même assez énorme. Donc déjà, il faut bien partir de l'idée que le genre est une construction sociale. C'est ce que disait Simone de Beauvoir par sa fameuse phrase, on ne naît pas femme, on le devient. C'est-à-dire que ce sont tout plein de procédés qui vont dire aux femmes de jouer à la poupée, qui vont dire qu'on doit être clivé entre hommes et femmes, que les hommes doivent démonter des pneus alors que les femmes doivent faire de ménage. Tout ça, c'est des choses qu'on vous a intégrées dès l'enfance. L'identité de genre peut être différente de notre expression de genre. On peut se sentir femme, homme, non-binaire ou agenre. On peut s'en sentir un peu des deux. Tout ça dépend. C'est aussi différent du sexe biologique, le sexe qui nous a été assigné à la naissance en fonction de nos organes génitaux, et ce qui pose aussi le problème des mutilations des personnes intersexes, à qui on va par exemple, si vous avez l'occasion de vous intéresser un peu à ces sujets, on crée des vagins très tôt aux jeunes filles qui doivent du coup mettre des dilatateurs vaginaux. C'est extrêmement douloureux pour des enfants de 8 ans, extrêmement intrusif. Et bien sûr, ce n'est pas réellement une nécessité dans le sens où on aura toute la vie pour répondre à ces questions-là. C'est également différent de l'attirance sexuelle et de l'attirance romantique sentimentale. Pour vous remettre quelques dates en tête, l'homosexualité a été retirée des maladies mentales en 1973. Ça a été dépénalisé en 1982. C'est pas si vieux. L'homosexualité a été officiellement retirée des maladies mentales en France en 1992 et le mariage pour tous ne date seulement que de 2013. C'est quoi cette diapositive? Les discriminations en santé se traduisent de différentes façons en fonction de si on est une femme homosexuelle ou un homme homosexuel. Pour la lesbophobie, ça peut aller jusqu'au refus de prescrire des pilules parce qu'elles ne peuvent pas tomber enceinte. Du coup, quel est l'intérêt? Règles douloureuses, tout ça, forcément, c'est sûr. On s'en soucie pas trop. Ça va aussi plus loin, dans le sens où les dépistages, par exemple, du col de l'utérus ne sont pas faits, où il n'y a pas de dépistage pour les MST, car ce sont considérés comme des rapports qui ne sont pas de vrais rapports. Et là, je vous cite quand même nos livres de gynéco de 2020. Ou au contraire, on va aller à des touchés vaginaux forcés, des choses extrêmement intrusives, alors que les patientes ont toujours leur hymen. Dans ce cas, c'est des spéculums spéciaux normalement qu'on ne va pas utiliser. Et bien sûr, elles vont subir toutes les discriminations envers les femmes. Il y a aussi le problème de l'homophobie masculine. Alors ça, c'est encore différent.
Moi, je regarde. Tout va bien sur, sur le partage. Apparemment, tout fonctionne bien. L'homophobie masculine se traduit plutôt par une stigmatisation, c'est-à-dire que, par exemple, sur les cours, sur les diarrhées tropicales, il va y avoir personnes voyageuses, personnes migrantes et homosexuelles. Comme ça, toutes les diarrhées homosexuelles. Bon. On va aussi toujours devoir penser au VIH. Donc, ce qu'on nous enseigne, c'est qu'une angine chez un homme homosexuel, toujours penser VIH. En réalité, vous pouvez également prendre froid. Ce sont tous des biais. Alors, je sais que pour apprendre, on met des cases. Il a mal au dos, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être ça, 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 ça. De façon à ne rien oublier et de façon à apprendre de façon plus intelligente, enfin, plus intelligible plutôt. Le fait est que ça crée d'énormes biais. Il y a aussi une méconnaissance de la PrEP, donc c'est-à-dire le traitement de prévention, treat as prevention. Treat as prevention, c'est les patients VIH+, qui sont traités pour ne pas le transmettre, et la PrEP, c'est un traitement qui permet d'avoir des rapports non protégés et d'avoir un risque moindre de l'attraper. Donc, c'est assez paradoxal puisqu'on nous dit de toujours penser au VIH et en revanche, on nous parle très très peu de la PrEP et on nous parle très peu de la façon de la prescrire et de la façon, au moins d'orienter les patients. Il y a également des refus de soins de patients qui sont VIH positifs. Donc, ça peut aller chez les femmes par aller voir un gynécologue spécialisé, alors que techniquement, ça n'existe pas, ou un refus de médecin traitant. De même, il y a assez peu de formations sur les maladies sexuellement transmissibles. Alors ça, je vous le dis parce que, sait-on jamais, peut-être que ça va vous arriver. Quand un couple de patients n'avait pas de MST et qu'une se déclare, on va toujours vous dire, bah voilà, il y a eu tout le prix, parce qu'il y en a énormément chez les homosexuels, machin, un dépistage par an, même s'ils sont en couple depuis 8 ans et qu'ils sont en couple exclusif, qui ne voient personne d'autre. Alors qu'en réalité, si on change de statut actif-passif, passif-actif, il peut qu'il y ait une recrudescence, une reviviscence d'une MST qui était en dormance. Et ça arrive et du coup, on crée des problèmes énormes dans un couple alors qu'on n'y avait juste pas pensé. Il faut savoir qu'aux USA, en 2020, 42% des personnes queer ont déjà eu des pensées suicidaires. 42% d'une population ont déjà fait une dépression. Ce sont des chiffres qui sont énormes. Maintenant, je vous propose de parler de la transphobie, qui est le sujet que je travaille particulièrement en ce moment. Alors en France, on estime qu'il y aurait à peu près 15 000 personnes transgenres, soit 0,7% de la population. Pour vous donner un ordre d'idée, en médecine, on va apprendre, je ne sais pas moi, par exemple, des leucémies lymphoblastiques qui touchent 0,005% de la population. Et là, 0,7 population, on ne vous en parle pas. En réalité, sur les chiffres internationaux, on estime qu'il y a entre 0,1 et 3% de la population qui serait transgenre. C'est une énorme fourchette, ça dépend un peu des pays, ça dépend un peu si on considère une binarité dans les personnes transgenres ou si on inclut les personnes non binaires. En tout cas, ce n'est pas une population à exclure en raison de son faible nombre. Ce n'est pas une excuse valable. Encore une fois, pour vous donner quelques dates, en 92, la Cour de cassation a accepté de délivrer aux personnes trans, seulement les personnes trans qui étaient opérées, je le précise, des papiers correspondant à leur genre désiré. En 2017, donc 2017 c'est vraiment pas si vieux, on a arrêté de stériliser forcément les personnes trans qui souhaitaient être réassignées. C'est-à-dire que vous pouvez garder vos gonades, en fait, si vous voulez une réassignation de genre, ce qui n'était pas possible avant 2017 du fait de la loi. Aujourd'hui, les procédures au tribunal sont encore extrêmement longues, extrêmement fréquentes. Les refus ont des motifs quelquefois un peu hasardeux. Récemment, j'ai une amie qui s'est fait refuser son changement d'état civil sous prétexte que pas assez de personnes l'appelaient par son prénom. Bon. La transidentité est toujours une maladie mentale actuellement. Alors, ça a été retiré des affections psychiatriques au sens propre du terme, mais c'est toujours dans la partie affection psychiatrique, mais ALD hors liste et plus ALD, affection de longue durée psychiatrique. La petite différence est là, mais ça reste une maladie mentale. En quoi c'est un problème de ne pas posséder des papiers, par exemple, qui correspondent à son genre désiré? Déjà, c'est un problème quand ils vont prendre rendez-vous.
C'est-à-dire qu'ils vont arriver vers votre secrétaire, qui vont dire, ben voilà, moi je m'appelle, je sais pas moi, Alice Dupré, sur sa carte vitale, ce ne sera pas le bon nom. Et forcément, ils vont avoir une réflexion. Donc ça peut être très compliqué à vivre, parce que déjà, c'est un coming out forcé, ils n'avaient pas l'intention de le dire à ce moment-là, et en tout cas, et pas forcément à le dire à un soignant, et pas dans un contexte de soins. C'est une raison de discrimination, c'est-à-dire que des personnes, en voyant un nom qui ne correspond pas ou une apparence physique qui ne correspond pas au nom sur la carte, vont refuser de prendre ces patients. Et c'est quand même le cas de 58,4% des patients en France. Soit plus de la moitié des patients en France se sont vus refuser un rendez-vous médical du fait de papiers qui ne correspondaient pas à leur genre. Aussi, ce sont des personnes qui sont moins bien soignées. Dans le cadre de leur transition, en dehors du cadre de leur transition, 16% des patients ont connu un refus de soins de la part des médecins généralistes. Ils sont souvent mégenrés, intentionnellement ou non. C'est-à-dire qu'il y a une méconnaissance de ces sujets et que du coup, ça peut être difficile pour certains. Et ce n'est pas une bonne raison, c'est parce qu'on ne nous a pas formés et encore une fois que du coup, nous sommes médiocres. Mais ça peut être également intentionnel. Et ça, dans les services, c'est extrêmement fréquent. Et on le verra un peu plus loin. Ce qui se passe également à l'hôpital, c'est que des patients qui ont été réassignés, qui ont eu une opération chirurgicale, leurs organes génitaux vont être dévoilés à tout le monde, à tous les étudiants. Venez voir, machin, ça se passe comme ça. Sauf que le patient, il pouvait venir pour une appendicite. Donc, c'était ni le lieu, ni l'endroit. 35% des personnes trans ont renoncé à des soins du fait des préjugés du personnel soignant. Ce chiffre monte à 63% lorsqu'ils ont déjà connu un refus de soins. Et 75% déclarent avoir été mal à l'aise avec un médecin. Donc, ce sont des chiffres absolument énormes. Sachant que la désapprobation de la part des médecins et des soignants en général passe par le vocabulaire, donc le mégenrage, la gestuelle, les regards. Certains décrivent avoir eu un jugement de valeur, donc c'est-à-dire qu'on leur a dit que c'était pas bien ce qu'ils faisaient en étant eux-mêmes, donc ce qui est quand même un peu compliqué. Et pourtant, ce sont une population qui est définie comme à risque. À risque du fait d'être moins bien soignée et du fait de la difficulté de l'acceptation de ces sujets-là en France. Donc, 16% des patients ont déjà eu une infection sexuellement transmissible, ce qui n'est peut-être rien quand on sort d'un cri de médecine ou d'un cri de kiné ou d'un cri de pharma, mais dans la population générale, c'est un chiffre énorme. De même, le risque d'être VIH positif est 8 fois supérieur à la population française. 52% ont subi des discriminations au travail et près de 30% ont perdu leur emploi. 22% se sont retrouvés SDF suite à leur transition et 31% sont travailleuses du sexe ou travailleurs du sexe. Malgré la précarité du fait de la perte d'emploi, de choses comme ça, 30% ont dû payer des dépassements d'honoraires ou ont dû financer eux-mêmes leur hormonothérapie. 70% de ces patients ont déjà été agressés. Alors ça, c'est vraiment un truc qu'il faut que vous pensiez en tant que kiné parce que vous avez ce lien avec le toucher qui est particulier, peut-être même plus que nous en tant que médecins. Il faut vraiment penser à ça. Ça peut être très compliqué et Axel vous en parlera sans doute, d'avoir cette ouverture au toucher quand on a déjà été agressé. La problématique de l'isolement est aussi une grosse problématique puisque près de 70% ont perdu des amis et 42% ont perdu contact avec leur famille. 56% ont fait un épisode dépressif et 18% ont fait une tentative de suicide, donc ce qui est un chiffre 7 fois plus élevé que la population générale. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, mais en fait, il y a des experts autoproclamés de la transidentité qu'on appelle la SOPEC en France. Donc, ce sont des gens qui ont passé un DIU et du fait, vous êtes obligé pour avoir un parcours de transition dans le public d'avoir un psychiatre homologué, un endocrinologue homologué et un chirurgien homologué. C'est-à-dire que, par exemple, si vous ne voulez pas d'hormonothérapie, eh bien, ce n'est pas possible pour vous, parce qu'il faut avoir les trois. Si vous ne voulez pas de chirurgie, on va considérer que, par exemple, votre psychiatre va considérer que vous n'êtes pas réellement trans.
C'est ce que rapporte notamment l'association Chrysalide. Je vous conseille aussi d'aller voir un peu leur site internet qui explique, il y avait un témoignage d'une patiente qui disait qu'en psychiatrie, elle avait eu une image d'un petit garçon seul dans une cour d'école et elle avait dit que justement, ça lui rappelait son enfance et le psychiatre avait répondu « Bon, bah, vous identifiez encore un homme, merci, au revoir ». Et après, il n'y a pas de retour en arrière. Une fois que vous êtes exclu de ce parcours, il n'y a plus de recours dans le public. Sauf à Grenoble où c'est le planning familial qui gère. Et là encore, je vous laisserai vous pencher sur le sujet si c'est un sujet qui vous intéresse. Donc, 80% ne sont pas suivis par les équipes homologuées, c'est-à-dire dans le privé, c'est-à-dire financées par eux-mêmes. 56% sont suivis par un psychiatre libéral et on estime à peu près 35% ceux qui sont suivis par une équipe hospitalière. Là où ça pose un peu de problème, c'est au niveau de la chirurgie. C'est-à-dire que 67% des chirurgies ont lieu à l'étranger et seulement 32% en France dans le public. Et pourtant, on remarque que c'est en France dans le public que ces personnes ont le plus de complications post-chirurgicales. Donc ça aussi, en tant que kiné, en tant qu'expert de rééducation, ça c'est un truc qui va vous faire tilt. Ce sont des patients qui sont moins bien soignés et qui ont moins bien accès aux soins de rééducation. Myriam, juste une petite remarque, il y a ton micro qui fait du bruit, il doit y avoir un bruit de frottement si tu peux faire attention à ça, s'il te plaît. Merci. Et quand je vous parlais de stéréotypes qui du coup sont ancrés, donc déjà les médias y participent fortement avec tout ce qui est tellement vrai, c'était un homme, maintenant c'est une femme, les choses comme ça. C'est mon choix, qui adore faire ça. Une fois par an, il y en a un nouveau. Ça a été très bien étudié par la sociologue qui s'appelle Karine Espinera et avec Arnaud Alessandrin, son doctorant, qui ont étudié la représentation dans les médias qui est pleine de clichés. Et chez les soignants, bim, pareil. On va associer le sexe organique, le sexe physique, à une orientation de genre, à une définition du genre des patients, et on va s'avérer. Et ces blagues qui ont peut-être l'air anodines, c'est peut-être des blagues que vous faites entre vous, pourtant, eh bien, c'est à l'origine de tout un système de pensée et de discrimination. Du coup, je travaille aussi sur l'humour et j'aimerais qu'on en parle un petit peu dans le sens où souvent on va nous dire que c'est pas à prendre au premier degré, que voilà, il faut se détendre, c'est de l'humour. En fait, on avait compris. C'est juste que si les personnes ne rient pas, si d'autres personnes ne rient pas, c'est que ce n'est pas drôle. C'est pas qu'on est stupide au point de ne pas avoir compris la profondeur de la blague. Cet humour, ça participe à maintenir des stéréotypes qui sont déjà ancrés et donc on va contribuer à véhiculer. Si on n'est pas transphobe, si on n'est pas homophobe, on peut imaginer qu'on peut rire d'une autre façon. Mais, je dis bien mais, ne pas rire, ça peut aussi s'avérer compliqué puisque c'est un vecteur social, c'est-à-dire que dans un groupe de kinés, dans un groupe de médecins, si vous êtes le seul à tirer un peu la gueule à ces blagues, ça peut être très compliqué pour vous parce que ça va se retourner contre vous. Donc, si jamais ça vous arrive que vous êtes dans un groupe comme ça, il y a une astuce très simple qui est expliquer pourquoi c'est drôle. Enfin, vous faites un peu le débile et vous dites, pardon, expliquez-moi en quoi c'est drôle. Et quand les personnes galèrent à expliquer pourquoi leur blague est drôle, c'est que généralement, ça n'était pas tant que ça. Notamment dans nos études, ça favorise un esprit de corps, donc le corporatisme, qui peut être bien sur certains sujets, mais qui, dans ces côtés-là, dans les côtés de déconstruire les discriminations, que ce soit le sexisme, le racisme, le handicap, peut s'avérer très compliqué. Je suis sûre que vous avez tous chanté à un moment donné la chanson qui s'appelle Les Myopathes, ou si vous ne la connaissez pas, je vais vous citer quelques paroles. Les myopathes roulent tous comme des dieux, ils ont tous un fauteuil fait pour eux, les parents de ces monstres ne font qu'un seul vœu, c'est celui de les voir rouler loin d'eux. Ce sont des paroles d'une violence inouïe si on regarde ça hors contexte, qu'on a chanté en soirée, qu'on a peut-être trouvé ça drôle, on s'est mis à plusieurs, on s'est dit « Oh mon Dieu, nous, on n'est pas discriminants, du coup, on a le droit de rire de ces choses-là. » Et sincèrement, quand je suis arrivée en médecine, quand je suis arrivée en deuxième année, ça, j'y croyais. Et au final, quand on voit les discriminations que subissent les patients plus tard, on se rend compte à quel point ces stéréotypes, enfin, cet humour maintient ces stéréotypes.
faut bien se dire que ce genre d'humour, c'est ce qu'on appelle une violence symbolique, un langage abusif. Abusif qui signifie qu'il y a effectivement abus. C'est sournois, c'est diffusé au compte-gouttes dans la vie de chaque personne. Ce sont des blagues qu'on va définir comme beaufs, mais qui en réalité signent une domination perpétuelle et un symbole de hiérarchie. Moi, je trouve ça bizarre, je trouve ça pas dans la norme, du coup, je vais en rire. Mais pourquoi c'est pas dans la norme? Est-ce que les personnes qui sont visées par la blague en riraient aussi? Tout ça, ces regards, ces jugements, mais aussi ça peut être des compliments inappropriés. Par exemple, ah bah vous ressemblez vraiment à une femme, j'aurais pas cru que vous étiez un homme. Ça se dit absolument pas. De la même façon que demander à une personne si elle a été opérée ou pas, c'est comme si vous demandiez à n'importe qui que vous croisiez dans la rue comment étaient ses organes génitaux, de quelle façon ils étaient épilés. C'est complètement inapproprié comme conversation. Et pourtant, ce sont des choses qu'on va se permettre avec ces personnes-là. Encore une fois, je ne suis pas concernée et je vous encourage à aller parler à des personnes concernées ou à écouter ce que les associations ont à dire sur le sujet. Tout ça, tout cet humour, c'est même vu comme une compétence relationnelle. C'est-à-dire que ce que je vous disais tout à l'heure, quand vous tirez la gueule parce que vous ne riez pas, on va dire que c'est vous le problème. En fait, à l'inverse du harcèlement, on va dire que ça, c'est jugé correct. C'est un humour qui entretient de bonnes relations sociales et qui apporte un peu de joie de vivre dans le bureau. En réalité, ça rappelle la place subordonnée de certaines personnes dont on va se permettre de rire. Et ça, parce que nous sommes privilégiés, parce que nous ne subissons pas cette discrimination-là. Vous allez également entendre qu'on ne peut plus rien dire, et on ne peut plus rien dire, c'est assez drôle, parce que les gens qui disent ça passent à la télé tous les soirs, et à l'inverse, les personnes qui râlent aujourd'hui, en réalité, ont toujours râlé. C'est juste qu'on ne les a jamais écoutés. Et qu'aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, grâce à des formes alternatives de prise de parole, ces gens ont voix à la parole, ces gens arrivent à être écoutés et arrivent à être entendus. Et là, encore une fois, je parle de toutes les discriminations. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, quand on trouve pas ça drôle, de façon à ne pas être frontal, on peut tout simplement demander à expliquer la blague, faire comme si on n'avait pas compris. On peut également essayer de changer de sujet, mais bon, ça peut être compliqué. Et là encore, c'est une blague qui est complètement affreuse, mais qui n'est pas sortie de n'importe où. C'est-à-dire que choisir un genre, violeur, lave-vaisselle ou mental disability, ça vient encore de nos cours d'urologie qui, en 2021, ont été réactualisés, qui plaçaient l'homosexualité dans les paraphilies au même titre que la pédocriminalité, enfin, encore appelée pédophilie, mais la pédocriminalité, et le fétichisme. C'est pas la même chose. Dans nos livres, c'est encore écrit que les personnes lesbiennes ont eu un rapport, la théorie freudienne du rapport au pénis, ce qui est complètement obsolète aujourd'hui. Ah, ça c'était sur le on ne peut plus rien dire, excusez-moi, j'ai été un peu plus vite que mon diapo. Je voulais juste revenir sur le paradoxe de la tolérance, parce que souvent on va vous dire oui, mais c'est toi qui es intolérant à ne pas tolérer mon humour, à ne pas tolérer que j'ai des propos comme ça, alors que moi je ne suis pas discriminatoire, donc je peux. Mais en réalité, si on tolère l'intolérance, au final, ça reste de l'intolérance. Et ça reste une montée de ces idées et une perpétuation de ces discriminations et de ces clichés qu'on va véhiculer malgré nous. Je vous ai mis ces deux citations pour conclure. C'est qu'aujourd'hui, il ne suffit plus de ne pas être discriminatoire ou de dire qu'on n'est pas discriminatoire. Il faut vraiment lutter pour ces sujets. Et pour ça, vous avez la formation qui vous est aujourd'hui proposée par le CIFEPK et l'Association nationale des kinés, et vous pouvez les remercier pour ça, pour s'intéresser à la question des discriminations qu'encore une fois, vous pouvez subir dans la vie de tous les jours, mais que vos patients vont subir, et qu'il faut apprendre à déconstruire pour devenir de meilleurs soignants. Et si vous voulez une autre citation, Simone Veil, quand elle a inauguré le camp des Milles, donc il y a un camp de concentration à Aix-en-Provence qui est transformé en musée de l'histoire de l'homme, disait que ne rien faire, c'est laisser faire. À notre niveau, on peut tous un peu agir, même si le but n'est pas de vous mettre en danger directement, mais
on peut tous faire quelque chose, mettre cette petite phrase en disant « je n'ai pas compris ». Ça a l'air d'être anodin et pourtant, peut-être que vous allez faire germer une graine dans la personne en face de vous qui va se dire « ouais, peut-être que finalement le problème venait de moi ». Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions. Sinon, je suis disponible sur les réseaux sociaux ou par mail. Et voilà, si vous avez des questions, je serai ravie d'y répondre. Merci beaucoup, Myriam. Ah, pardon. Merci beaucoup, Myriam, pour ton intervention qui était vraiment passionnante et très innovante sur un sujet que je pense qu'on connaît assez mal en kinésithérapie. On avait des personnes qui nous demandaient la différence, du coup, entre, je remonte pour avoir la question exacte, entre transgenre et transsexuel. Il y a quelques réponses qui ont déjà été données, mais je pense que tu peux peut-être donner un complément si tu souhaites. Alors, transsexuel, ça va directement... Ah, Myriam, on ne t'entend pas. Et là, vous m'entendez? On t'entend. Transsexuel, ça renvoie directement aux organes génitaux. En réalité, vous pouvez vous sentir non-binaire, vous pouvez vous sentir d'un autre genre que celui de vos organes génitaux sans avoir besoin de chirurgie de réassignation. Transsexuel, ça focalise sur ce qu'il y a dans votre pantalon. Et c'est ce que je vous disais un peu tout à l'heure, c'est que quand vous rencontrez quelqu'un, vous ne parlez pas de ce qu'il y a dans son pantalon, c'est complètement incongru. Et si on s'intéresse plus à l'histoire, cette fois, de la transidentité, c'était ce qui était utilisé au début. Donc, en réalité, c'est bien plus vieux que ce qu'on imagine, puisque, par exemple, les Premières Nations, les natifs américains, définissaient 5 genres. Mais en tout cas, il y a eu des expérimentations dans les années 1900, des expérimentations qui ont été bombardées dans les camps nazis. Donc, ça a toute une histoire particulière. On va parler de transgenre et de transidentité aujourd'hui pour englober entièrement l'identité de la personne. Et le plus important, c'est comment elle se définit. Merci beaucoup pour ta réponse, vraiment super. Tu as en tout cas énormément de remerciements pour ta conférence qui était vraiment d'utilité publique, je cite dans les commentaires. Donc bravo, merci beaucoup pour ce sujet. On a également Guillaume Lambert qui nous dit qu'il existe un bon film sur les premiers transsexuels, The Danish Girl, du coup. Alors, oui et non. Je suis d'accord que c'est un chouette film à regarder. Le problème, c'est que ça a été mal accueilli par la communauté trans, dans le sens où la personne qui jouait The Danish Girl, Eddie Redmayne, qui est celui qui joue dans Les Animaux Fantastiques, qui est d'ailleurs très bien, n'est pas trans lui-même. C'est-à-dire qu'on a encore donné leurs histoires à des personnes qui n'étaient pas concernées. Alors, en quoi c'est problématique? Parce qu'ils sont acteurs, en effet, ils peuvent tout jouer, et ça s'entend aussi. Mais le fait est que les personnes trans dans le cinéma ont énormément de difficultés à trouver leur place, parce qu'encore une fois, elles sont discriminées. Vous allez avoir 2-3 grands noms, et il y a le documentaire que vous retrouvez en bibliographie, La représentation trans dans les médias, qui est disponible sur Netflix. Et puis, vis-à-vis de l'histoire de Lily Elbe, c'était pas tout à fait ça en réalité. Elle se disait non-binaire, elle se disait aimer les femmes et les hommes. Donc, il y a eu de gros partis pris sur l'histoire. Mais si vous voulez regarder quelque chose de sympa aussi sur Netflix, il y a Les Chroniques de San Francisco. Alors, en fait, c'est une série des années 80. Et dans la série des années 80, le plot twist, c'était oh, en fait, elle est trans. La nouvelle série, c'est pas du tout ça le plot twist. Il y a une vraie histoire et les personnes sont là avec leur identité. Ils sont queer, ils ont leur vie, ils ont des problèmes à part entière et leur problème, c'est pas d'être queer. De la même façon, moi j'aimais beaucoup le film Philadelphia qui était sur le VIH et avec Tom Hanks et Washington, j'ai oublié son nom, Denzel Washington. Et bon, pour tout vous dire, c'est un peu pour ça que j'ai fait médecine quand j'étais petite. Je voulais guérir le sida, ce qui était peut-être un peu bizarre pour une enfant, mais j'ai lu beaucoup Freddie Mercury. Mais ce film pose aussi problème dans le sens où ce ne sont pas des personnes homosexuelles qui jouent et qu'on a encore une fois la vision de l'homosexuel qui va mourir du sida. Et aujourd'hui, c'est plus trop actuel dans le sens où, enfin, c'est bizarre, mais ces personnes ont des vies en fait, en dehors d'être homosexuels. Et c'est pour ça que les chroniques de San Francisco sont vraiment pas mal, c'est qu'il y a tout un plot et le plot n'est pas en fait il est homo, en fait il a le sida, en fait il va mourir, c'est triste, on est très triste.
Oui, bien sûr, et je pense que tu as raison de souligner la différence qu'il peut y avoir entre effectivement les fictions, le cinéma et le cinéma grand public et du coup ce que vont en penser les personnes concernées elles-mêmes, excusez-moi pour le son, dans cette population-là. Du coup, merci beaucoup pour ces sources. Est-ce que tu as d'autres ressources qui, toi, ont pu peut-être t'aider à faire tes recherches pour cette intervention et que tu souhaiterais nous partager maintenant ou peut-être même dans un second temps, pas d'obligation? Alors, donc normalement, vous les retrouvez en bibliographie. Après, je voulais vous parler aussi peut-être de Laverne Cox qui joue dans la série Orange is the New Black, que vous avez peut-être regardé, qui, j'avoue, bon, j'ai pas adhéré, mais en tout cas, elle disait que dans ce qu'elle a joué dans ce film, c'est encore une fois sur le documentaire Netflix, tout ce qu'elle a eu à jouer, c'était des passages de transphobie qu'elle avait subis, enfin, dans la prison, elle subit de la transphobie. Et la question trans en prison, c'est vraiment une question qui est très importante dans les populations carcérales, parce que où est-ce que vous mettez la personne? On va encore vous dire, et ça c'est ce que pensent certaines féministes, qu'on appelle les féministes TERF, qui ne considèrent pas les femmes trans comme étant des femmes, c'est qu'étant donné qu'ils ont des organes génitaux comme un pénis, elles peuvent violer des femmes, et donc en fait elles seraient là pour s'infiltrer, pour violer des gens. Ce qui est quand même une population, enfin, une réflexion qui est un peu ubuesque, parce qu'on on peut se douter que les personnes ne subiraient pas tout ce qui est toutes les discriminations, toute la difficulté du parcours si c'était juste pour violer des femmes. Les femmes se font violer très facilement en France. Tout à fait, je vois que quelqu'un conseille le documentaire d'Océan, et tout à fait. C'est un bon documentaire aussi à regarder. J'y avais pas pensé, mais c'est une super idée. Et enfin, pour revenir à Laverne Cox, c'est que du coup, quand vous êtes trans publiquement et trans actrice, on va vous demander de jouer une personne trans qui subit de la transphobie. Et donc, c'est encore une représentation qui est un peu, comme je vous disais pour le film Philadelphia, où tout ce qui concerne ce genre, ça se finit forcément de façon triste. Et alors, pour les chroniques de San Francisco, je vous jure que j'ai pas d'action et qu'ils m'ont pas payé pour dire ça, mais il y a une autre partie des questions queer qui est abordée, la partie de la vie, parce qu'en fait, on a tous nos vies, on a tous nos problèmes. Et même si les discriminations sont un gros problème, et c'est mon sujet d'étude, donc je ne vous dirai pas le contraire, une personne ne peut pas être, enfin, de la même façon que moi, je ne peux pas être juste Myriam Dergam qui a une tête d'arabe qui subit des discriminations. En réalité, j'ai plein de trucs, je suis en médecine, je vous fais une conf aujourd'hui, c'est incroyable, c'est génial, et on a plein de côtés positifs qu'on pourrait aussi montrer de ces côtés-là. On a pas mal de ressources qui pop, merci beaucoup. On va les enregistrer de manière à les conserver sur un lien en fonction des ressources. Myriam va pouvoir les commenter également. Donc, il y a qui sont sortis, il y a le documentaire Océan dont tu as parlé, il y a le podcast La politique des putes qui a été faite par la même personne, Dallas Buyer Club avec Jared Leto. Et avec toujours ce que, ouais, tu es plus ou moins d'accord, avec la représentation des personnes transgenres, mais comme tu disais, avec une finalité assez triste. Et nous avons Alix qui nous demande si tu as des livres à conseiller sur le sujet éventuellement. Et si tu veux Alors, rebondir sur ces commentaires, bien sûr. oui, je vous conseille les livres de Karine Espinera, donc Karine Karine, Espinera Espinera, qui est une femme trans, qui est sociologue, qui doit avoir écrit à peu près 90% de la littérature mondiale sur le sujet. C'est des livres de sociologie à la base, mais ils sont très accessibles. J'ai oublié, je crois que le dernier s'appelle juste La transphobie. Et enfin, ce sont vraiment des livres très accessibles et bien écrits, très lisibles, et pas forcément des vieux trucs chiants de sociologues qui sont immangeables et que je vous conseille plus de lire. C'est pareil quand on vous parle de sexisme et qu'on va vous parler de Simone de Beauvoir ou de Bourdieu ou de grands noms comme ça, par pitié, ne commencez pas par ça. Enfin, ce sont de très très bons livres, mais c'est vraiment illisible, c'est vraiment très long, c'est vraiment des phrases qui ne sont plus d'un français qui est actuel aujourd'hui, donc c'est vraiment très indigeste. Et à l'inverse, il y a plein de jeunes militantes, il y a le livre Présente qui est sorti il n'y a pas longtemps, j'ai mangé l'auteur, mais de livres beaucoup plus faciles à lire et tout aussi vrais, tout aussi justes. Et encore une fois, dans les années 80, on partait
ce serait l'histoire des féminismes, ce serait compliqué à aborder, mais d'une certaine position de féminisme, le féminisme blanc bourgeois, la femme travaille, la femme doit être l'égale de l'homme, on doit être aussi payé, on doit être aussi haut dans la hiérarchie, ce qui est vrai, et c'est ce que vous allez vivre, le plafond de verre, ce qu'on appelle le plafond de verre, mais il y a aussi toute la partie où ce sont des femmes racisées, discriminées, qui sont agents d'entretien, qui sont femmes de ménage, ce qu'on appelle aussi les invisibles, parce qu'elles prennent le métro tôt, elles doivent faire les chambres d'hôtel avant que les clients arrivent, tous ces métiers qu'on ne voit pas et qui sont essentiels à la société, comme les ASH à l'hôpital au final. Toute cette partie-là n'est pas abordée, parce qu'on, comme un peu Catherine Deneuve, qui était l'une des féministes qui a signé le manifeste des 343 salopes, donc pour l'avortement, absolument génial dans les années 70, mais aujourd'hui, quand elle dit qu'on a la liberté de se faire importuner, c'est un peu problématique dans le sens où cette personne n'a jamais pris le métro et qu'elle ne sait pas ce qu'est un frotteur dans le métro. Donc, les choses évoluent, les choses avancent, lisez des choses actuelles, c'est beaucoup plus facile. Une histoire de genre par Lexi Aggressively Trans, ça c'est génial. Le parallèle avec le handicap, eh ben, tout à fait. Donc c'est Guillaume Lambert qui fait le commentaire. On identifie systématiquement une personne à son image, à son physique, et c'est bien malheureux. Et de la même façon, la plupart des films parlant de handicap, on va avoir ce côté très triste, ce côté oh regardez, il y arrive malgré tout, ou encore dans toutes les séries que vous avez les films que vous avez avec une personne qui a un cancer, type Nos étoiles contraires, machin, la maladie, c'est triste, il va mourir. Oui, mais c'est une façon de le montrer à l'écran pour qu'on ait de la pitié. Et en réalité, les gens, en général, n'aiment pas trop qu'on ait de la pitié. Ils veulent vivre leur vie, qu'on en profite, et après, on voit ce qui se passe. C'est passionnant. Tu as une question de Maxime Lopez. Est-ce que tu veux que je te la lise ou est-ce que tu veux la lire toi-même? Je vais la lire. Vous avez dit que lorsqu'on a des privilèges, ils sont invisibles, on ne s'en rend pas compte. Faut-il avoir des discriminations pour être sensibilisé à ce domaine? A-t-on un avantage lorsqu'on a subi des discriminations à avoir peut-être une meilleure ouverture d'esprit? Pas facile comme question. Alors, quand on subit des discriminations, on n'est pas forcément privilégié pour avoir une ouverture d'esprit. Comme ce que je disais sur Catherine Deneuve, les femmes peuvent être sexistes. Pourtant, on subit du sexisme tous les jours, mais on a été élevé dans ce sens-là. Le syndrome méditerranéen, qui est mon sujet d'étude, pour tout vous dire, moi, ça m'avait jamais choqué. Vraiment, quand on m'avait dit, ouais, les Arabes, ils en font trop, il faut au moins leur donner d'antidouleurs, j'avais dit, OK. Je m'étais vraiment pas posé la question, et c'est en interviewant des étudiants en faisant mon étude que cette question est revenue et que je m'y suis intéressée. Et le jour où j'ai vraiment compris, où ça m'a vraiment choquée, c'est quand on a eu un jeune d'origine maghrébine, on lui a annoncé qu'il avait une tumeur au cerveau. C'est pas super agréable comme nouvelle. Et il est vraiment resté bouche bée. Mais quand je dis bouche bée, c'est il a ouvert la bouche et il n'y a plus un son qui est sorti. Et là, ça a été le moment de gêne le plus incroyable de ma vie, c'est que le médecin s'est mis à crier « Vous parlez français !» Et là, le jeune, il a... Ouais, je vois que vous vous tenez la tête, c'est un peu la réaction que j'ai eue. Le jeune, il a eu un sursaut, il a dit « si, je suis en 2e année de fac d'anglais, c'est juste que, en fait, là, j'ai une tumeur au cerveau quand même, j'ai une tumeur au cerveau. » Et c'est là que j'ai compris. C'est là que vraiment j'ai compris, alors qu'on aurait pu imaginer que j'ai compris avant. De la même façon, avoir subi des discriminations, ça suffit pas pour être sensibilisé. Il faut vraiment s'interroger à ces sujets. Et c'est pas parce que nous, on ne les subit pas qu'on ne peut pas agir. Je ne suis pas lesbienne, je ne suis pas transgenre, et pourtant, je m'intéresse à ces sujets pour ne pas répliquer, véhiculer des stéréotypes qu'on m'a enseignés. Il faut bien se dire qu'on a tous été dans les mêmes écoles primaires, dans les mêmes collèges, dans les mêmes lycées, qu'on a tous appris à sociabiliser un peu de la même façon, et que quand on est dans ces milieux privilégiés, on ne voit pas ce que d'autres subissent. Mais les discriminations que je ne subis, moi, ne sont pas les mêmes que les femmes de l'hôtel Ibis, ne sont pas les mêmes que la PDG du 440, qui est la seule femme PDG du 440. Tout ça, c'est invisible, mais on peut les voir. En fait, il faut choisir de les voir et surtout, il faut choisir d'écouter les personnes concernées. C'est la diapositive du bingo de l'humour oppressif que je vous ai mis. Dire « Ah oui, mais ça te fait pas rire, mais mon ami noir, il pense que… » Nadine Morano, pour ceux qui n'ont pas la référence, en fait, c'est pas du tout une
c'est pas du tout une bonne excuse, c'est pas du tout un bon argument. Essayer de les silencier en disant « Oui, mais en fait, tu trouves pas ça drôle, mais c'est parce que t'as pas compris. Moi, je ne suis pas raciste, donc... ça commence mal aussi, généralement. Donc, on peut juste essayer d'écouter les personnes concernées, essayer de lire des choses. Il y a plein de podcasts, il y a plein de blogs, il y a plein de choses aussi à ne pas lire ou ne pas écouter, pour ne pas les citer, Zemmour, Finkielkraut sur Zemmour, enfin sur CNews. Il y a des choses à éviter si vous voulez vraiment vous intéresser aux discriminations. Il y a Guillaume qui rajoute « Les raccourcis, les a priori, les préjugés de première impression sont beaucoup trop fréquents. » Alors ça aussi, c'est un biais de notre cerveau. Il ne faut pas oublier qu'à la base, on a un cerveau reptilien qui est là pour réagir et typiquement pour pas qu'on meure. Donc on se fait une idée des personnes en 3 secondes. Vraiment, on a 3 secondes. Et tous ces a priori qui nous ont été enseignés, ils sont souvent maintenant devenus inconscients. C'est comme le fait de serrer son sac à main dans le métro. On va le serrer un peu plus fort quand on a une personne noire ou une personne d'origine des pays de l'Est à côté de nous. Et pourtant, dans notre tête, on sait très bien que n'importe qui peut voler notre téléphone. Enfin, à l'hôpital, tout le monde vole des téléphones, des stéthoscopes, alors qu'on est entre nous dans le vestiaire, on sait très bien qu'il n'y a que nous dans le vestiaire. Donc, oui, c'est fréquent, c'est reptilien, c'est comme ça, mais le fait de réagir et surtout d'y penser quand vous le faites. Vous êtes là, serrez votre sac à main et pourquoi je le fais? Ou à l'inverse, vous pouvez juste serrer votre sac à main tout le temps, ça fonctionne aussi. Julien Louis dit « Inversement, le fait d'être privilégié nous permet de nous mettre dans une position de sauveur, de celui qui sait, comme tu le disais, avoir pitié de minorités et vouloir les aider, même quand personne ne nous demande rien. » Et Julien Louis a fait une super réflexion qui s'appelle le saviorisme, en fait. C'est comme, par exemple, tous ces étudiants qui veulent absolument partir en voyage humanitaire en Afrique. Je suis sûre que ça part d'une énorme bonne intention, vraiment. Et ça a été très bien analysé par les sociologues. C'est-à-dire que 2 choses. Premièrement, cette chose va être valorisée pour les étudiants. Vous allez le mettre sur votre CV. Vous allez avoir un meilleur job. Vous allez pouvoir avoir, je sais pas moi, la filière que vous voulez, un DU. On va vous penser que vous avez un grand cœur, tout ça, tout ça. Et peut-être que vous le faites vraiment parce que vous avez un grand cœur, et vraiment, je suis persuadée. Mais vous allez arriver en Afrique, dans un pays, peu importe lequel. Vous allez apporter des fournitures scolaires ou des fournitures médicales. Sauf que ces fournitures scolaires et médicales vont s'épuiser. Les enfants vont s'intéresser à vous, vont s'attacher à vous, et après, vous allez partir, vous allez les abandonner. Et ça, c'est aussi difficile à vivre pour ces populations. Vous allez prendre des photos avec 15 000 enfants et vous avec une petite ils n'ont rien et pourtant ils donnent tout. Et là, c'est vraiment le cliché, le néocolonialisme, bim. Et pourtant, je suis sûre que c'est fait avec énormément de gentillesse par les associations d'étudiants qui le font et qui veulent vraiment aider comme ils le peuvent à un instant T. Mais ça ne suffit pas. Et c'est pour ça qu'il y a des ONG, il y a Médecins du Monde, il y a Médecins sans frontières, il y a même Vétérinaires sans frontières, je crois, pour aller sauver des animaux comme ça dans les pays où il y a énormément de braconnage, qui, eux, agissent sur le long terme. Et au final, c'est moche à dire, mais donner de l'argent, même des petites sommes sur le long terme ou une grosse somme une fois par an, enfin, vous faites bien comme vous voulez, à des gens qui vont y être tout le temps sur le terrain, des gens qui vont travailler avec les personnes déjà présentes, ça a beaucoup plus gros impact que des étudiants qui amènent des stylos à un instant T. Quelle stratégie adopter pour essayer de faire prendre conscience à quelqu'un de ses représentations toxiques? Et ben, si quelqu'un trouve la réponse, il va gagner beaucoup de sous. Il y a un procédé qu'on a, alors j'ai oublié, en psychiatrie, ça s'appelle pas la réassurance. Enfin, en gros, plus vous allez dire à quelqu'un qu'il est toxique, plus il va se sentir agressé et il va être toxique pour vous prouver qu'il n'est pas toxique. Et c'est typiquement ce qui se passe sur les débats TV. Donc, sur BFM TV, j'ai un ami qui s'appelle Pablo Pio-Vivien, qui est juste une personne incroyable, qui a repris le poste de Rokhaya Diallo parce qu'elle n'en pouvait plus, qui est aussi une militante incroyable. Et en fait, il est tout seul face à une bande de vieux schnocks. Sauf que quand vous êtes tout seul face à une bande de vieux schnocks et que, typiquement, le sujet du viol, où ils disent « oui, mais il y a des hommes violés ». Oui, d'accord, ok, c'est 5% des personnes violées, mais si vous voulez, allez-y, on aide les hommes violés. Qu'est-ce qu'on fait? Ah non, ils ont qu'à se débrouiller. Pourquoi? Comment ça fonctionne? Enfin, non.
et vous allez leur avancer des chiffres, vous allez leur avancer les chiffres des féminicides, mais ils vont toujours trouver un argument fallacieux, un argument pourri pour vous contredire et pour ne pas avoir tort. Donc, il n'y a pas vraiment de bonne stratégie pour faire comprendre à quelqu'un que ces questions sont un peu bêtes. D'ailleurs, il est en train de passer en ce moment sur BFM et sur RTL. Mais encore une fois, vous pouvez... Moi, je pense que je ne suis pas là pour enseigner aux gens qui sont mes amis. J'enseigne en congrès, j'enseigne quand je donne des cours, mais vous n'avez pas à enseigner à tout le monde parce que c'est incroyablement épuisant et parce que les gens vont toujours vous sortir les mêmes arguments et au bout d'un moment, vous allez avoir envie de les frapper avec une poêle à frire. Donc bon, il faut aussi se préserver soi-même, mais vous pouvez leur envoyer des liens, typiquement, écoute ce podcast et dis-moi ce que t'en penses. Ou encore une fois, moi vraiment, je fais la débile, explique-moi pourquoi ta blague est drôle. Vas-y, j'ai pas compris. Des fois, faire la débile, c'est le truc qui fonctionne le mieux. Le problème d'empathie, oui. Je ne suis pas d'accord avec la réflexion sur les missions humanitaires. Cela dépend de la posture avec laquelle on se rend. Sur place, j'ai formé des gens et amené des médicaments soignants à des maladies aiguës. Oui, mais je n'en doute pas. Et c'est vrai que former les personnes, c'est bien. Oui. Et encore une fois, les médicaments, c'est des choses qui s'épuisent, mais peut-être que dans ton association, tu as un truc pour où vous tournez. Mais encore une fois, former des gens, c'est un peu apprendre à quelqu'un à pêcher au lieu de lui donner un poisson. C'est pas la même chose que apporter un pack de 120 stylos bic et dire voilà, vous allez apprendre à écrire. Ah oui, 3 mois en Irlande pour valider. Et oui, on va reprendre avec Axel et Rémi qui vont, je suis sûre, vous passionner, et une invitée surprise, Aurélie Morichon. Si Rosa Parks n'avait pas refusé de se lever dans le bus, ça fait 400 ans que c'est comme ça ne va pas changer. Eh ben oui, c'est pas mal de penser ça. Et puis surtout, moi j'aime bien la phrase de dire si on est tout seul, ouais, mais en fait on est peut-être beaucoup à penser comme ça, et si on s'exprime tous, là on va avoir un réel impact. Étant malvoyant, j'ai souvent rigolé de mon handicap avec des gens qui me connaissaient à peine pour les mettre à l'aise face à mon handicap. Est-ce plus destructeur que constructeur socialement? Tu m'en poses une sacrée colle là. Je sais pas, c'est à toi de nous dire et c'est à toi d'avoir ton vécu qui est totalement légitime. Moi, je sais que je ris beaucoup de ma tête d'arabe et que voilà, c'est comme ça. Il y a des gens que ça peut gêner. Et encore une fois, on rit pas de la même façon avec n'importe qui. Avec des personnes safe, on peut rire un peu de tout, rire de nous, rire d'eux, mais parce que ce sont nos amis. Et rire de soi. Rire de soi, ça on peut le faire avec tout le monde. Mais rire de quelqu'un alors qu'on ne le connaît pas, c'est pas la même chose. Rire avec quelqu'un et rire de quelqu'un, c'est jamais pareil. Myriam, je te remercie infiniment pour et ta conférence qui était passionnante et pour tes réponses également. On a encore quelques commentaires qui arrivent, mais nous allons maintenant faire une petite pause d'environ 20 minutes et on va reprendre avec un débat, donc comme l'a annoncé Myriam, avec Rémi Ollier, Axel Mokry et Aurélie Morichon qui arrivent pour 11 heures. Pour échanger avec vous de manière dynamique également. En tout cas, merci infiniment pour vos réactions, vos retours. C'est très dynamique et c'est super. Donc, merci beaucoup à vous. Au revoir. Merci Myriam, merci beaucoup pour ton intervention et n'hésitez pas si besoin à nous transmettre des questions qu'on pourra également transmettre à Myriam dans un second temps si vous n'avez pas eu le temps de poser les vôtres. À tout à l'heure.